Je vais me lever parce que j'ai la ceinture serrée. Bonsoir. Donc, je m'appelle Laurent Nizette, comme vous l'a dit. Je suis écrivain, photographe, explorateur. Alors, ça veut dire quoi, explorateur? Ça veut dire que je voyage dans des endroits très, très contrastés. Donc, je vais autant faire des déserts seuls, en autarcie, en autonomie, que des endroits très, très froids. Par exemple, je reviens du Groenland, où j'étais faire du kayak. Alors, j'aime la photographie. Ça veut dire que j'ai vécu des expériences photographiques. J'ai vu des choses, j'ai vu des réactions des gens qui m'ont vraiment touché. Et cette année, c'est une année particulière pour moi parce que je rentre dans un endroit différent. Je vais exposer au Parlement bruxellois, par exemple. C'est un peu une année de la consécration pour moi, donc c'est vraiment très très riche comme période. Je suis écrivain parce que là également, j'ai vécu des expériences en tant qu'écrivain. J'ai travaillé sur moi-même, j'ai fait ça comme tout le monde par thérapie au début, et puis petit à petit, j'ai vu les gens être touchés par ce que je faisais. Là, il y a quelques mois, j'étais en Nouvelle-Zélande et j'ai eu une sorte de révélation. Cette révélation elle était très très simple. Je me suis rendu compte que mes 3 axes de passion me permettaient vraiment de travailler sur moi-même. Quand on veut progresser en photographie, eh bien on doit se mettre de la rigueur, on doit essayer de mieux voir les choses. Et je me suis rendu compte que quand je travaillais sur la photographie, sur les voyages ou sur la littérature, en fait ça me faisait progresser moi-même, tant au niveau personnel qu'au niveau professionnel. Et c'est pour ça que je me suis de plus en plus intéressé au développement personnel. Je me présente, Laurent. Je vais rester assis par solidarité maintenant. Donc, je vais dire ce que je vais dire, mais d'abord je vais rebondir sur ce que monsieur a dit. Monsieur a dit... Monsieur De Waal. Voilà, merci. Qu'il fallait s'aimer. Oui. C'est marrant parce que quand j'étais plus jeune, eh bien je ne m'aimais pas. J'étais plutôt malheureux et les gens me disaient que je devais m'aimer. Et j'ai essayé de comprendre ça. Ça veut dire quoi, devoir s'aimer? Enfin, je veux dire, où est la recette? Que ça veut dire s'aimer? J'ai vraiment essayé. Donc j'ai essayé de me modifier, de changer mon attitude pour avoir une attitude de quelqu'un qui s'aime, de faire semblant. Ça marche mieux pour draguer les filles. Et en fait, au fond de moi, ça ne marchait pas du tout. Je me suis rendu compte qu'à chaque fois qu'on me disait « tu dois t'aimer », je culpabilisais de ne pas y arriver. D'avoir tout dans ma vie pour y arriver et pourtant de ne pas y arriver. Et un jour, je me suis dit « merde ». Je me suis dit « maintenant je m'en fous. M'aimer ou pas, tant pis, je vais faire ce que j'aime ». Et c'est comme ça, si je peux répondre à la question de vous maintenant, que j'ai découvert mes passions et que j'ai découvert mes moyens d'accéder au bonheur. Un jour, je me suis dit, zut, je suis parti avec mon appareil photo et j'ai fait de la photographie. Des années après, j'ai travaillé ma technique, j'ai rencontré des gens, j'ai travaillé mon œil finalement. Et un jour, j'ai commencé à voir les choses belles. En fait, je me rendais compte qu'avec la photographie, quoi que je puisse regarder, j'étais capable de le trouver beau. Je ne dis pas que c'est mon chemin du bonheur, mais ce que je veux dire, c'est que me réaliser m'a donné des choses concrètes qui m'ont permis d'être heureux. Et je ne parle pas de plaisir, parce que je ne confonds pas le plaisir et le bonheur, qui sont vraiment des choses dissociées. Mais m'épanouir dans la photographie, en l'occurrence, ça m'a permis d'être heureux en trouvant les choses, en arrivant à voir les choses belles. Si je peux rajouter un petit point, c'est vous m'a dit de ne pas être trop long pour en parler. Pour revenir au fait de s'aimer soi-même, ça veut dire surtout de s'accepter tel qu'on est. C'est un débat, ça, non? Tu ou vous, je ne sais pas ce que je dois dire, mais on lance un débat. On va dire parce que s'accepter comme on est, aujourd'hui, moi je vois des gens je fais du coaching par l'image, pour ceux qui ne le savent pas. Et je vois des gens qui viennent chez moi et qui me disent « je dois m'accepter comme je suis ». Et pour eux, ça veut dire qu'ils ne doivent plus jamais faire d'efforts. On doit les aimer, les accepter comme ils sont et eux-mêmes s'accepter comme ils sont. Et en fait, s'accepter comme on est, c'est s'accepter comme on se rêve d'être. C'est imaginer des rêves forts et se dire je veux aller vers là et se battre, à mon sens, se battre pour y arriver. Et donc s'accepter comme on est, c'est pour moi une notion de progrès. Mais je vois beaucoup de gens qui, pour eux, s'accepter comme on est, c'est s'asseoir sur la chaise et attendre que le temps passe. Je crois que c'est une erreur, ça. J'ai une question pour notre super public. Enfin, si je peux poser une question? Okay. Ceux qui pensent que c'est exact, lèvent la main. Comme ça, je me fais une idée. Est-ce que pour vous, le plaisir mène au bonheur? Ceux qui pensent que le plaisir mène au bonheur, lèvent la main. Ok. Ceux qui pensent que le plaisir est peut-être un obstacle au bonheur? Oh, personne lève la main. Vous trichez tous. Non, je fais juste cette petite parenthèse parce que
j'ai été amené à me rendre à la Ramée, à Uccle par exemple, rencontrer des gens qui ont des addictions ou en tout cas qui ont vraiment des entraves au bonheur. Et on se rend compte que souvent ces personnes, ils sont allés par le chemin du plaisir. Je vais prendre un exemple très très concret. Imaginons que je rentre chez moi, j'ai passé une mauvaise journée, je vais donc me sentir pas tellement bien. Et mon cerveau qui a passé une mauvaise journée va me faire vraiment comprendre que je ne suis pas dans une bonne situation. Et comme je ne me sens pas bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais manger du chocolat. Et quand je mange du chocolat, qu'est-ce qui se passe? Je génère de l'endorphine et je vais me sentir bien. Et donc demain, je ne vais rien changer du tout. Mais je me sentirai peut-être de nouveau encore plus mal puisque je n'aurai rien changé. Et donc je vais manger quoi? Exactement. C'est le principe de l'addiction. Donc aujourd'hui, le plaisir est devenu un danger. À la base, on prenait du plaisir dans des moments heureux. Aujourd'hui, plus. En fait, on prend du plaisir quand on va mal. Et ça, c'est quelque chose qui est très très important et ça permet de dissocier le plaisir et le bonheur. C'est aussi une fuite. Bien sûr, Parce que, tout à fait. Là, quand je l'entends, Tu penses au... Non, je vais rien dire. Parce que je pense qu'il faut faire une scission entre un réel plaisir et un plaisir qui peut dérouler à une addiction. Et là, tu mélanges les deux. Oui, donc on conseille de prendre des moments de plaisir dans des moments heureux. Il y a des gens qui se droguent par plaisir au départ, il y a des gens qui boivent par plaisir au départ, il vient l'alcoolique, il vient le coquet, il vient qui, il vient là. Oui. Là, tout dans l'addiction. Oui. Mais un plaisir, jouer avec ses petits-enfants, faire avec ses sandwichs, manger un petit bout de chocolat à gauche et à droite, ça, à mon sens, c'est tout simplement une récompense qu'on s'octroie après une journée ou après un boulot ou après un... Il y a deux choses à dire dans ce que tu dis. Il y a deux choses à dire. La première chose à dire, on se rend compte que les personnes qui, par exemple, ont des addictions plus faciles à la drogue, c'est parce qu'ils sont en général mal dans leur peau. Quelqu'un qui prend la drogue par distraction, pour s'amuser, pour se divertir, dans un moment agréable, va être moins vite sous l'emprise de l'addiction. C'est quelque chose qui est très très clair. Il y a le livre de l'addiction qui est écrit par Alain, je ne sais plus quoi, qui en parle très très bien. Et puis la deuxième chose, c'est qu'en effet, quand on prend du plaisir dans des moments de bonheur, en fait, on va accentuer ce plaisir. On va faire, ça s'appelle un ancrage positif ou un ancrage en PNL. Donc, ça veut dire qu'on va vraiment marquer le moment agréable pour pouvoir s'en souvenir plus tard quand on reprendra un petit verre de vin ou un morceau de chocolat. Mais il faut vraiment faire attention à ça parce qu'en fait, on va court-circuiter les informations que le cerveau nous envoie. Le cerveau, lui, quand il est bien, il va nous le dire. Quand il est mal, il va nous le dire. Et quand on prend des plaisirs par substitut, comme un médicament, comme un chocolat, comme n'importe quoi qui peut nous apporter du plaisir, il faut faire attention à ne pas travestir les informations du cerveau. Laurent, je vais te poser une question. En ton avis, qui dirige son esprit? Il faudrait d'abord définir l'esprit. Non, il y a le cerveau, c'est pareil. Qui dirige? Est-ce que c'est le cerveau qui dirige l'être humain ou c'est l'être humain qui dirige son cerveau? Ah non, donc je dissocie tout à fait l'être. Oui, avec plaisir. Mais je dissocie tout à fait l'être. Tout le temps qu'on ne doit pas se laisser dominer par son esprit. Non. Et là, il faut pouvoir maîtriser ses émotions, toutes les perceptions de bout en bout. Dans ces émotions, il y a les émotions positives, il y a les émotions négatives. Non, mais je vais répondre à la question. Tout à fait, la question est très claire. Donc, qu'est-ce qu'on est? Est-ce qu'on est juste le cerveau? Je pense que le cerveau, c'est un peu le pilotage automatique. Mais il n'est pas l'être. Nous, on est l'être. Et en fait, le cerveau nous donne des informations. On peut le laisser nous faire fonctionner en pilotage automatique, mais ce n'est pas nécessaire. On peut juste capter les informations et essayer de l'utiliser à son profit. Mais je dissocie tout à fait les deux. Oui, tu parles de l'affaire Rime. Moi, je vois ça beaucoup dans les démarches de recherche de couple. Souvent, on veut une femme qui soit jolie parce qu'en fait, on ne se trouve pas beau et qu'on n'est pas fier de soi. Donc, on veut quelqu'un qui va nous valoriser. Et souvent, en fait, comme tu l'as dit, la personne qui veut une Ferrari, en fait, qu'est-ce qu'elle veut? Être fière d'elle. Mais alors, elle ne veut pas de voiture. En fait, elle veut être fière d'elle. Mais on retourne de nouveau dans les substituts. La plus grande entrave au bonheur, en fait, ce sont les substituts, puisque c'est eux qui nous détournent des vraies directions. Mais c'est très vrai ce que tu dis. C'est de nouveau un débat qui mérite deux questions. Monsieur a parlé de musique, je pense, d'une chanson. C'était sympa. En fait, le toucher, la musique, le goût, ce sont des ancrages. Quand quelqu'un nous touche et qu'on passe un bon moment, bien, on peut presque se toucher sur l'âme et vivre ce bon moment. Donc le toucher est un ancrage, et c'est l'un des ancrages les plus puissants. Une association. Ce qu'il faut savoir, c'est vraiment très important. Donc il y a des gens qui font ça, quand ils ont besoin d'énergie, ils se retouchent là où ils avaient l'énergie avant pour ressentir cette énergie, ça c'est vraiment très très important, je pense. Ok, je vais être super bref du coup, hein. Je ne vais pas mettre la pression en personne. Donc, en fait, c'est vrai ce qu'on dit. Quand on écrit un livre, en fait, on fait un peu sa thérapie. Et il est très très difficile d'écrire sans être très personnel dans ce qu'on fait. Et donc, la première fois qu'on partage un livre, eh bien, c'est terrible. Le pire qui puisse vous arriver, c'est que quelqu'un vienne en vous disant « Ah, j'ai lu ton livre ». On se sent tout de suite tout nu, en un coup.
Donc c'est très très difficile, les premiers moments littéraires, c'est vraiment une aventure très compliquée. Néanmoins, on se rend compte qu'en fait, si on réagit avec cette sorte de timidité, c'est que ce qu'on a écrit est quelque chose de touchant, de personnel, de peut-être sacré un peu. Et on se rend très vite compte que les gens sont sensibles à ça. Et je crois qu'on a tous fait ça, commencer à écrire en utilisant cette sensibilité pour parler aux gens. Comme tous les autres écrivains, je l'espère, j'ai des messages à exprimer, j'ai des choses à dire, j'ai envie de sauver le monde. Et bien pour sauver le monde, il faut que je dise quelque chose, il faut que je me lance. Et donc j'ai utilisé les ressentis, cette sincérité que j'avais dans mes premiers livres pour en faire aujourd'hui des cadeaux que j'offre aux gens et qui leur permettent de grandir. Partager un livre pour moi, c'est partager une expérience sur laquelle on a vraiment travaillé. Et je vais m'arrêter là, mais je pense que c'est vraiment important de le voir comme ça. Et je souhaite à tous ceux qui veulent écrire, je crois qu'il y a quelqu'un qui est un jeune écrivain ici. Oui, c'est jeune. Hein. Ouais, exactement. Je pense que c'est important de bien prendre conscience que quand quelqu'un lit son livre, eh bien, les critiques vont peut-être faire mal, les compliments vont faire vraiment plaisir, mais en tout cas, c'est le début d'un chemin qui va apporter beaucoup de richesse. Je vais sauter du coq à l'âne, mais ce que vous dites est excessivement pertinent. Parce qu'en fait, l'authenticité, le soi-même, le plaisir, c'est quelque chose de très intime qu'on a beaucoup de mal à partager. Donc quand on écrit quelque chose qui est très touchant, en fait, on a beaucoup de mal à le faire lire par quelqu'un d'autre. Et il y a un autre domaine, mais c'est parce qu'il est tard que je vais en parler, hein, et après j'arrête, je passe la main, donc, qui aborde un peu le même sujet, c'est la sexualité. Parce qu'en fait, il est très très difficile de s'autoriser à prendre du plaisir devant quelqu'un qu'on connaît peu, ou avec quelqu'un avec qui on n'est pas vraiment en confiance. C'est un problème qu'on voit qui explose pour l'instant dans la sexualité. Les gens ont une sexualité mais ne prennent plus de plaisir dedans. Et en fait, c'est un peu la même chose que quand on écrit un livre et que quelqu'un nous découvre par son intermédiaire. Oui. Ça, c'est... Alors, Ah oui, je dis que c'était un substitut à soi-même. Je parle jamais de ça, moi, c'est pas vrai du tout. Merci. Donc je peux vite répondre sur la jolie femme quand même. Hein. Une jolie femme, c'est un ensemble de courbes qui fait lever une droite.